Dans ce contexte d'incertitude macro et ces tensions géopolitiques, Dorian, le pétrole a quand même pas mal bougé, hein. Il a bougé, il a surtout baissé ces derniers jours. Ça n'est pas forcément intuitif puisque historiquement, dès qu'il y a des tensions, dès qu'il y a un risque accru au Moyen-Orient, on a plutôt un rebond des cours de l'or noir. Alors effectivement, Jean-Louis en parlait à l'instant, c'est vrai que les marchés ont fait le pari d'une désescalade, on l'a ressenti avec les deux dernières attaques réciproques Iran-Israël, dans la mesure où bon, elles étaient relativement attendues et surtout elles ont été relativement limitées. C'est un propos extrêmement précaire, fragile, qu'il va falloir confirmer dans les prochaines semaines. Mais on le voit sur le graphique, en l'espace de 4-5 séances, on est passé sur le Brent, donc le pétrole de la mer du Nord en Europe, d'un baril légèrement supérieur aux 90 $ à 86. D'un point de vue graphique, technique, en fait, on revient sur les bornes basses d'un canal haussier, assez intéressant. Alors, si on devait faire une petite parenthèse très technique, très trading, il y a certainement une opportunité à saisir de l'ordre de 4 à 5% de hausse entre 86 et un peu en dessous des 90. Du bas du canal vers le haut du canal. Exactement, revenir simplement sur les récents niveaux, en sachant que la plupart des bureaux d'analyse et des grandes banques continuent de situer le Brent pour 2024. C'est assez variable comme fourchette, mais entre 80 et 100 $. Donc on est plutôt sur les bornes basses, voire médianes en ce moment. Il y a du potentiel. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles, si je puis dire, c'est que pour le moment, l'offre n'a pas été impactée au Moyen-Orient. Il faut rappeler qu'Israël n'est pas un producteur de pétrole, l'Iran bien sûr l'est, quoique ça n'est pas un si gros producteur que cela, notamment du fait des sanctions occidentales. L'Arabie saoudite en parallèle a d'énormes capacités de production supplémentaires pour compenser si jamais il devait y avoir un problème sur l'offre au niveau de l'Iran. C'est la première chose. Et puis c'est vrai que de plus en plus, et ça non plus, c'est pas très intuitif, mais depuis 3-4 ans, l'épicentre énergétique mondial en termes de production, ce sont les États-Unis. C'est le pays qui produit le plus de pétrole, en exporte le plus grâce au pétrole de schiste, au niveau actuel, mais même historique. Enfin, c'est assez hallucinant. Donc il y a des possibilités pour produire ce qui pourrait manquer en termes d'offres si jamais il devait y avoir un pépin. Pépin d'ailleurs également au niveau des raffineries russes, puisque ça s'est un peu calmé ces derniers jours à la demande des États-Unis, mais on en parlait sur votre plateau il y a quelque temps. L'Ukraine avait paralysé de l'ordre de 7 à 10% de la production russe via des attaques de drones. C'est assez paradoxal parce qu'on a d'un côté des membres de l'OPEC qui veulent réduire leur capacité de production, et là vous nous dites que l'Arabie saoudite pourrait voler au secours d'un éventuel manque d'offres. C'est toujours cette complexité du marché du pétrole où il y a les enjeux un peu contradictoires parfois. C'est très complexe, d'autant que l'OPEP+ ne se comporte pas en tant qu'un seul homme. Il y a beaucoup de divergences. En réalité, quand on parle des baisses de production au niveau de l'OPEP, il n'y a que l'Arabie saoudite qui joue le jeu, concrètement. Ah oui. Les autres pays veulent augmenter leur part de marché. Les autres, alors, ils baissent leur production, effectivement, parce qu'ils ont besoin, pour faire entrer de l'argent, pour faire entrer du cash, d'un baril au minimum à 80 $. La Russie joue plutôt le jeu d'inonder le marché avec un baril à bas coût pour soutenir son effort de guerre. Ils n'extraient pas le même pétrole, c'est pas aussi coûteux, c'est plus simple en Arabie saoudite. Les autres pays, notamment en Afrique, ne jouent pas non plus le jeu. Donc en fait, quand on parle des réductions de l'OPEP, c'est surtout les réductions saoudiennes. Donc voilà, c'est vraiment un billard à 3 bandes, d'autant que c'est un sujet absolument crucial, notamment pour les porteurs actions, dans le sens où le nerf de la guerre, le cœur nucléaire de la bourse, c'est l'inflation. Donc si on devait avoir vraiment un dérapage, c'est un peu excessif, mais certains le voient au-delà de 100 $ le baril dans les prochaines semaines, ça jouerait naturellement sur l'inflation à la hausse. On voit que même si elle se tasse très fortement ces derniers mois des deux côtés de l'Atlantique, on peine un petit peu en ce moment. On reste autour des 2,5% en zone euro, 3% plutôt aux États-Unis, avec cet objectif très arbitraire qui n'a pas beaucoup de résonance dans les fondamentaux économiques. Les objectifs à 2% de la BCE et de la Fed, c'est extrêmement arbitraire, mais bon. Donc on surveille tout ça. Donc pour résumer, vous voyez quoi? Vous voyez un pétrole qui potentiellement peut à court terme aller sur le haut du canal. C'est ça. Et à moyen terme, rester dans la borne un peu. Oui, alors même sur le moyen long terme, alors c'est vrai que là aussi ça joue beaucoup avec ces perspectives de baisse de taux, mais à court terme, oui, il y a certainement quelque chose à faire parce qu'on revient sur des niveaux qu'on a bien connus ces derniers jours. Il s'agit vraiment d'amplifier la chose avec un effet de levier, un turbo call, mais on est sur du 5%. Ça reste limité, mais effectivement, il y a des points d'achat assez intéressants en ce moment sur les 86 $. Oui. Ok. Jean-Louis, vous voulez rajouter quelque chose sur le pétrole En fait, il y a quand même plusieurs facteurs qui plaident pour un rebond, c'est vrai.
Il y a la reprise économique en Europe, potentielle. Hein, et puis là, moi je n'ai pas trop suivi, hein, mais j'ai vu que les États-Unis étaient en train de créer de nouvelles sanctions, de lancer de nouvelles sanctions sur le pétrole iranien. Ça devait passer devant le Sénat maintenant, et je ne sais pas, c'était avant-hier où j'ai vu ça, et je ne sais pas si ça a été voté ou pas, mais ça c'est aussi de nature. L'Iran est déjà sous sanctions assez fortes. Encore. Alors effectivement, l'Europe et les États-Unis ont encore un peu renforcé. De l'autre côté, on a lâché un peu de lait sur le Venezuela. Oui. Pour commencer un petit peu. Ouais. Et au-delà de ça, alors il y a quelque chose moi, que je surveille, c'est que la Chine ne redémarre pas sur son marché domestique et veut inonder le monde avec sa production à bas coût. Et ça va demander pas mal d'énergie aussi pour faire tourner les usines. Donc là aussi, il y a un levier sur la demande pour les prochains mois qui pourrait être intéressant. Qui viendrait de la Chine. Donc haussier pour le pétrole. Ouais, voilà. On va passer maintenant à Dorian. Le coup de cœur de Dorian Abadi, meilleur taux placement. On va mettre le chronomètre en place. Voilà, 3, 2, 1, c'est parti. Dorian, c'est à vous. Sur Boeing, pardon. Sur Boeing, alors une fois n'est pas coutume pour changer un peu, un scénario baissier. Ah. J'hésitais d'ailleurs avec Tesla pour l'anecdote, mais bon, concrètement, Boeing, voilà, vous le savez tous, il y a eu beaucoup de scandales. Peut-être que le plus récent, symboliquement, c'est cette porte d'avion qui s'est arrachée en plein vol. Bon, bref, heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Mais simplement, au moment où on enregistre, ce soir, on a les résultats annuels de Boeing. Donc au moment où les gens verront la vidéo, demain ou après-demain, ces résultats seront diffusés. Ce soir, peut-être au moment de la publication des résultats. Pardon, je vous laisserai 5 secondes de plus. Alors, concrètement, le marché table sur moins 9,5% du chiffre d'affaires en rythme annuel. Après la dernière vague de scandales, on a déjà eu moins 30% sur le titre. On pense qu'il y a encore un petit peu de potentiel à la baisse. Évidemment, on attendra, de toute façon les gens le verront après, on attendra les résultats pour rentrer. Et très concrètement, en fait, ce sont les 161 $ qui m'intéressent, un potentiel de 5% de gain, amplifié avec l'effet de levier d'un turbo put, pour changer. Et si vraiment c'est très mauvais, 150 $. Merci beaucoup Dorian. Alors, Nicolas, Jean-Louis. Dites-nous ce que vous pensez de ce scénario d'investissement. Tout le monde est d'accord. Dorian, je vous en prie. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce scénario? Pardon, Nicolas. Dorian, c'est vous qui venez de prendre la parole. Nicolas, c'est à vous. Non, c'est vrai, j'apprécie donc le fait qu'on ait enfoncé un support horizontal important, le canal baissier bien dessiné, et les moyennes mobiles orientées à la baisse. Pour vous, c'est limpide? Oui, pour l'instant, c'est du suivi de tendance limpide. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de piège. Merci beaucoup. Jean-Louis, donc, vous aussi, vous trouvez ça limpide? Je valide totalement ce que vient de dire Nicolas. Je rajouterais que dans un marché comme le standard, comme le SP500, qui a beaucoup progressé, qui reste dans une dynamique haussière, par rapport à Boeing qui est à la baisse, il y a une sous-performance manifeste qui ne pourrait que s'amplifier si les marchés américains corrigeait, on va dire, si l'indice corrigeait. Donc là, il faut continuer d'appuyer du côté où ça fait mal, du côté où ça penche. Donc voilà, oui, donc avoir un scénario vers 161, mais après, je n'ai pas le graphique avant, mais même peut-être plus bas, hein, peut-être intéressant. Après, il faut faire attention avec l'euro-dollar, parce que là, on investit sur une vente de dollars. Ouais, bon, ça ne va pas non plus apporter très grosse volatilité sur la devise américaine face à l'euro. Ça bouge quand même. Non, mais je veux dire, il faut y penser. Faut y penser. Voilà, c'est tout. Il faut y penser. Nous, on travaille en euros, donc là, c'est du dollar. Donc, une valeur en tendance baissière dans un marché plutôt stable ou haussier, c'est jamais bon signe. Oui. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup Dorian pour ce scénario qui suscite l'unanimité aujourd'hui. Bravo, je vous félicite.